Bonjour et bienvenue messieurs, dames dans le podcast L'espoir fait rire. Aujourd'hui on a un nouvel invité pour ce lundi. Noum. Enchanté Ben. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Ça fait plaisir d'être invité. Merci pour les pains au chocolat, les croissants, l'installation. On est bien reçus. On n'a pas vu petit. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors bonjour, Noum Diawara, saltimbanque, intermittent du spectacle, humoriste, scénariste, comédien. Voilà. C'est vrai? D'origine malienne. Malienne? Français, bien sûr, j'ai les papiers. Si vous précisez encore. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé à monter sur scène, j'ai commencé à écrire, ça fait 17 ans. Et t'as quel âge là? 44. 44 Putain. On dirait pas. Le temps passe. Ça c'est une alimentation saine, du sport, de la Nivea tous les matins, tout ça, ça aide à entretenir. Ça marche bien. Conseil beauté, s'il y en a qui ont si L'Oréal veut faire des pubs avec moi. Donc ça fait 17 crème anti-âge. 17 ans que t'es dedans? Ouais. J'ai commencé un stage à Canal+, c'était en 2000, j'étais stagiaire dans Omar et Fred, mais j'étais pas dans le stand-up ou dans le... J'écrivais des concepts d'émissions. Après, j'ai galéré en essayant de convaincre de trouver des concepts d'émissions. Après, j'ai commencé à écrire pour des gens qui montaient sur scène. Et une fois que j'ai vu que les vannes que j'avais écrites fonctionnaient, j'ai écrit des vannes pour moi. Et après, je suis monté. Comment t'en as fait pour arriver à être stagiaire à Canal+? C'est quoi ton cursus de base? Alors, moi, j'étais à la fac, moi je faisais du droit pour dire la vérité. Et en fait, j'avais une amie, elle avait sa sœur qui travaillait à Canal+. Et donc, elle nous a indiqué le pôle qui s'appelait Canal+ Idées, où ils recevaient des concepts d'émissions. Et c'est là qu'Omar et Fred travaillaient. Et nous, on écrivait des concepts d'émissions et on les envoyait à Canal+. Après, on s'est déplacé. Parce que la chance qu'on avait, c'est que Canal+ Idées, c'était un petit bureau derrière le grand immeuble Canal+ au rez-de-chaussée. Okay. Donc c'était facile, on toquait à la vitre, on disait bonjour, Canal+ Idées, oui, voilà, on a un concept. Bon. Et donc c'était Omar et Fred qui ouvraient la porte. Et on était là, waouh, ils sont là. Et donc on donnait des cassettes, des idées, tout ça. Au début, c'était gratuit, tu donnais ça gratuitement? Ah oui, bien sûr, c'était, si ça leur plaisait, ils nous auraient peut-être embauchés. C'était l'idée qu'on avait en tête, en fait, tu vois. Mais bon, à chaque fois, ils nous ont dit non. L'idée n'est pas bonne? L'idée n'est pas bonne. Après, je suis rentré en stage. J'ai fait 2 ans de stage volontaire à Canal. Stage volontaire, ça consiste à quoi? Stage volontaire à Canal+ Idées, c'était moi qui venais, qui me servait du matériel Canal pour faire des concepts d'émissions, j'écrivais des pilotes. Mais bon, encore une fois, ça n'a jamais marché. Et c'est encore d'actualité, ça existe toujours Je crois plus. Je crois que c'est terminé Canal+ Idées. T'as vu, ça a beaucoup changé Canal+. Il n'y a plus des émissions comme... même les émissions comme le quotidien sont... c'est même plus sur Canal+. Donc non, ça n'existe. Je crois que ça n'existe plus depuis... Il y a eu l'histoire avec Jean-Marie Messier à l'époque, après ça s'est arrêté, je crois. Ouais. Et donc c'est comme ça que j'écrivais des concepts d'émissions que j'envoyais. Ça marchait pas, mais ça me mettait un petit pied dedans, je voyais un peu comment ça se passait, les couches des émissions. J'étais avec Omar et Fred, ils faisaient des speakerines à l'époque. Et des fois, speakerine? En fait, c'était entre les émissions, ils annonçaient ce qui allait se passer dans la soirée, dans les émissions de Canal+. Et des fois, ils faisaient des sketchs, et des fois, moi, j'étais dans les sketchs avec eux. Donc c'était vraiment tout début. Ça t'a permis de mettre un premier pied dedans, de montrer ta tête et de dire ok, lui c'est lui et si on a besoin il est présent. Voilà, c'est ça. Surtout que j'étais stagiaire, donc ils avaient besoin. Un café, merci. Tu vois. C'était très comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui fait faire la bascule? La bascule, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai arrêté, le stage est terminé, j'ai continué à envoyer des concepts d'émissions, pas que à Canal+, mais à d'autres chaînes de télé. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Chicken Boubou. C'était un rappeur humoriste, je sais pas si tu as connu à l'époque. Moi j'ai connu, ouais. Il avait fait la parodie de Hardcore de Kerry James. Et ça s'appelait Pas de porc. Et lui, il voulait monter sur scène. Mais il savait pas écrire. Donc il m'a dit, est-ce qu'il paraît Rama, tu veux pas m'écrire un sketch? Donc on s'est vus autour d'un café, on a écrit un sketch avec mon pote Tariq à l'époque. Et il nous a dit, venez tel jour, je vais le jouer. Et le jour où il nous a invités, c'était un événement qui s'appelle le Comic Street Show. C'était une fois par mois au théâtre Le Réservoir. Non, un bar, le Réservoir. Le Réservoir. Vers Bastille. Où Mustapha El Atrassi a joué longtemps son spectacle. Voilà, exactement. Et en fait, donc le jour où on arrive, donc je vais le voir jouer le texte qu'on a écrit il y a une semaine. Et sur cette scène-là de stand-up, il y avait Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Patson, le comte de Boudherbala et d'autres. Pour contextualiser un peu la chose, pour les plus jeunes qui vont écouter ce podcast, on est à une époque où l'essence même du stand-up, même peut-être le mot stand-up n'existe pas. Non, les gens sont pas au courant. C'était vraiment un truc underground. Mais même moi, en fait, pour moi, j'avais écrit un sketch, j'avais pas écrit du stand-up. Mais dans ma manière d'écrire, vu que j'avais une manière plutôt directe, c'était du stand-up. Mais à l'époque, je savais pas ce que c'était. Tu étais déjà influencé un peu par le stand-up américain? Je regardais pas, je ne connaissais pas du tout. T'as juste sorti un truc de toi. Il voulait qu'on raconte un truc drôle.
j'ai dit raconte-moi ton histoire, et par rapport à ce qu'il m'a raconté, on a écrit ce sketch. Mais je ne savais pas ce que c'était le stand-up, je n'avais aucune idée. Tu te souviens, il parlait de quoi le sketch ou pas? Ça parlait qu'il avait accosté une meuf dans la rue, et qu'elle voulait pas lui donner son numéro de téléphone, et qu'il a volé son portable. Enfin, tu sais, ces trucs. Je me rappelle plus trop, mais en gros, c'était ça. Et donc, quand je vais le voir, donc c'est la première fois que j'assiste à un plateau de stand-up. Et là, je deviens ouf en fait. Parce que tu vois Thomas, Fabrice, Patson. En fait, tu vois des gens. Tu les connaissais avant ou pas? Je connaissais rien. Je connaissais pas les plateaux. C'était la première fois que je vais à un événement comme ça. Tu sais, moi, j'étais à Cergy. Donc, tu me dis, viens à Paris voir un plateau d'humoristes. Vas-y, je sais même pas, on va voir ce que c'est, quoi, tu vois. Et donc là, c'est la révélation. Tu dis, j'ai envie de faire ça. Non, même pas en fait. C'est la révélation dans le sens où je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est. De ma vie, j'avais jamais autant ri en fait. Je pensais pas que mon corps pouvait être capable de rire autant. Tu vois, parce que. On a vu les Gad, on a vu les Jamel, on a vu les Elie Semoun, on a vu les Coluche, on a vu tous ces humoristes-là. Mais c'est la première fois que je voyais, c'était drôle, hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un comme moi, qui parle comme moi, et qui me fasse rire autant, qui parle de mes problématiques, en fait, tu vois. Ouais. C'est ça la différence. C'est pour ça que ça m'a parlé tout de suite, et que j'étais waouh. Et après ça, je me rappelle très bien, c'était un dimanche. Je crois que le mercredi, je suis allé voir le spectacle de Thomas, le jeudi, je suis allé voir le spectacle de Patson. Tellement ça m'avait choqué. Sur 10 minutes ou 5 minutes, il avait fait un passage, tu vois. Et ils n'étaient pas encore dans non, le Jamel Comedy Club. Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas encore. Donc ils avaient déjà leur spectacle en... Voilà, eux, ils jouaient déjà depuis plus longtemps que moi. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me rappelle, c'est là qui m'a donné envie de monter sur scène, en fait. Parce que je me suis dit, bah attends, les vannes que j'ai écrites pour lui, ça fonctionne. Donc en fait, je peux les écrire pour moi aussi. Tu vois, donc j'ai demandé à l'organisateur, j'ai dit, est-ce que je peux jouer moi aussi? Il m'a dit, tu veux jouer toi? Ça m'a un peu piqué. Comment ça? Bah ouais, je joue. Il m'a fait, toi tu montes sur scène toi? Je dis ouais, je monte sur scène. Tu sais, c'est par défi. Je dis ouais, si j'écris. Donc j'ai écrit pour Chicken et j'ai réécrit pour moi. Et j'ai écrit pour Claudia Tagbo aussi. Parce que c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ok. Et après j'ai joué et la sensation quand tu es sur scène, et puis je me rappelle ma première scène, 300 personnes. Hein. Pression. Au début je voulais pas y aller. Je fais ah non, là je me suis trompé, pardon, j'ai plus envie de le faire. Et quand au début t'es comme ça, et quand la première vanne elle passe, ah ça te détend, deuxième vanne elle passe, troisième. Et puis plus les vannes elles passent, plus t'es là, ah, tu sais, il y a un sentiment, c'est tellement agréable qu'après voilà, je me suis dit je vais continuer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à l'époque c'était comment? Parce que là aujourd'hui on connaît, on en parlait tout à l'heure en off, ce format un peu plateau où tu vas rôder. En fait je crois qu'à l'époque je crois qu'il y avait deux plateaux. Il y avait Comic Street Show, il y avait celui de Delo, je sais plus comment il s'appelait celui-là. Parce qu'après, je me suis mis dedans, en fait. Après, j'ai commencé à mettre. Et c'est l'organisateur du plateau qui m'a dit mais tu connais le stand-up? Tu sais qu'Eddie Murphy il a fait un spectacle? Il dit Eddie Murphy, il est comédien? Il fait non, il fait des spectacles avant, il faisait du stand-up avant de faire du cinéma. Je dis non, je savais pas. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser. Là, j'ai commencé à regarder Def Jam Comedy, j'ai commencé à regarder tous les trucs des Américains. Et là, j'ai découvert le stand-up. Et là, je dis waouh! C'est ça, en fait. Et là, je suis rentré. Là, c'était la révolution dans ma tête. Je dis oh là là, qu'est-ce qu'ils sont drôles! Qu'est-ce qu'ils sont drôles! Je sais pas si t'as vu les Def Jam. Non. Quand tu découvres les Def Jam Comedy, oh la puissance! Non, ça n'a rien à voir. La base, c'est eux. Ils ont posé la base après tout le reste. Ouais, ça se voit encore aujourd'hui. Ils ont encore un temps d'avance quand tu regardes. Tu l'as vu Paper Tiger de Bill Burr ou. Bien sûr. Tu as dû voir Kevin Hart et Chris Tucker et Dave Chappelle. Voilà. Chris Rock. Oh là là, tu vois le level qu'ils ont. Voilà. Et non, c'est vraiment un temps d'avance. Mais on arrive aussi quand même, on commence à combler un petit peu ce... On arrive. Mais bon, ils ont 30 ans d'avance. Hein. Donc là t'arrives, tu vois tout ce système qui est là, tu rentres dedans. Et financièrement, tu fais comment pour t'en sortir à ce moment-là? Financièrement, je crois que je gagne 20 € par plateau. Donc, ça veut dire je prends 20 €, je vais au KFC, je prends un bucket. Allez les gars, c'est moi qui régale. C'était comme ça en fait. En fait, j'avais pas conscience de. Pour moi, c'était même pas un métier en fait. Pour moi, c'était un hobby. Ouais. C'était un hobby. Je me dis, c'est une fois par mois, tous les dimanches, vas-y, je fais du stand-up. Et à côté de ça, moi, je travaille à l'aéroport. Tu vois, j'ai un taf pour une agence de voyage africaine. Donc voilà, pour un free d'ailleurs, ça s'appelait. Et voilà, donc je me dis, ça, c'est un hobby. Sauf qu'au bout de ma 5e date, il y a Kader Aoun et Jamel Debbouze qui commencent à chercher des gens pour faire le Jamel Comedy Club. Donc ils me disent, on veut voir ce que tu fais. Donc je vais faire la première partie de Thomas Sisley 2 fois, ça se passe bien. On m'appelle, on me dit va à Avignon faire la première partie de Jamel. Tu vois, ça fait 6 fois que je monte sur scène, tu vois, parce que c'était une fois par mois. Ouais. Tu vois, donc au bout de la 6e, 7e fois. Ça fait 6 mois que tu es dans le cursus. Ça fait 6 mois que je suis là-dedans. Je me retrouve à Avignon à faire la première partie de Jamel lors de son 2e spectacle. Après, on se retrouve à Paris, il faut une réunion avec tous les humoristes. Ils disent voilà, on va faire un truc, ça s'appelle Jamel Comedy Club. On va faire des plateaux, on va faire des émissions de télé. Tu veux en faire partie? Donc tu as connu vraiment l'essence même de ce mouvement. Oui, c'était au tout début. Qui a donné envie à énormément de stand-uppers dont je fais partie, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est le début, voilà. Et après, et en plus, on le fait, mais on ne sait pas que ça va avoir un impact.
On le fait parce qu'on a envie de s'amuser. Et puis t'es dedans. Voilà, je suis là. Tu sais pas la portée que ça va avoir. Exactement. Tu sais pas que ça va contaminer toute la France. En tout cas, toute la francophonie. Tu sais pas à l'époque. T'es juste. Parce que c'était un truc underground à Paris, tu vois, c'était une fois tous les dimanches. Je sais même pas comment les gens savaient que. C'est comme un truc secret, tu vois, c'est pas connu du grand public. Et puis après, on fait la première émission. Et là. Tout de suite produit par Canal? Ouais, c'est Jamel qui produisait pour Canal. Et après, c'était sorti, je sais pas, c'était juillet 2007. On ne peut plus trop. Ouais, juillet 2007 à la télé. Et là, c'est le boom, quoi. Et là, tout le monde dans la rue. Nous, hein? Et là, tu switches. Tu passes de. Et là, je me dis, peut-être qu'on va continuer. Non, mais après, j'avais pas le choix, en fait. Parce qu'après, Jamel, il prend le tête de 10h. On est là-bas tous les dimanches. Après, on fait le Casino de Paris pendant 1 mois. Après, on part en tournée pendant 2 mois. Donc, je peux plus faire autre chose, en fait. T'arrêtes le taf à l'aéroport? Ouais, je suis obligé d'être là, en fait. Je me dis, bon, on verra bien. Et c'est bien payé à ce moment-là ou pas? Non. Tu sais, tu vas pour le fun. En fait, comme je dis, c'est un mélange d'inconscience et d'insouciance. Tu le fais parce qu'il y a une équipe, il y a la troupe, c'est des potes, tu rigoles. Tu vois, il y a un truc, tu sais pas trop, t'es avec Jamel Debbouze. C'est Jamel Debbouze quand même, allez, faut pas, tu vois, tu es là. Vas-y, viens, on y va. Ça va être marrant, on sait pas comment ça va finir, mais on y va. Et on part. Du coup, ça part, première saison. Première saison. Carton. Carton, après le Casino de Paris, tournée. La première année, j'ai jamais autant rigolé de ma vie, quoi. Tu sais, tu te retrouves dans des tournées, dans des tourbus, dans des hôtels, tu fais toute la France. Tu vas en Suisse, tu vas en Belgique. Tu sais, t'es pas. C'est un truc que j'aurais jamais pensé de ma vie, en fait, tu vois. J'ai vu à la télé, mais ça me parlait pas trop. Maintenant, je suis dedans. C'est moi qui suis dans le tourbus. C'est moi qui fais des photos pour Télérama. C'est moi qui fais des interviews pour Tétu. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Jamais t'avais imaginé basculer comme ça. Pour ceux qui ont envie de voir un peu plus comment ça s'est passé, vous avez tourné les inside du Jamel Voilà, Comedy c'est ça. Club. Même dans le DVD du Casino de Paris, je crois qu'il y a les coulisses de la tournée. Donc, en fait, c'est ça qui nous donne envie de faire Inside. Parce qu'en fait, donc, ils filmaient l'envers du décor, donc la tournée, les plateaux, tout ça. Et en fait, ils avaient tellement de rush, et ils se sont tellement marrés, ils ont dit non, il faut qu'on fasse un truc, on a trop de trucs sur vous, en fait. Moi, je pense que c'est plus drôle encore que les passages sur scène, c'est Inside. Bah oui, l'envers du décor, il est pire. Et en fait, donc, ils sont servis de l'Inside, pour eux, ils ont écrit, ça c'est un peu scénarisé, on a un peu géré les traits. Et en fait, je sais que les gens pensaient que c'était un documentaire. Quand c'est sorti à la télé la première fois, on recevait des lettres d'insultes. Au bureau de Jamel. Alors j'ai vu le documentaire sur Jamel Comedy Club, mais vous n'êtes pas si sympa que ça en fait. On dit mais ils sont fous les gens quoi. C'est du second degré là. C'est un docu-fiction, rien n'est vrai. Je me rappelle une fois je fais la queue au distributeur, il y a un couple devant moi, et le mec il dit bah c'est pas vas-y demande-lui. La meuf elle se retrouve elle fait c'est vrai qu'il est mort le chinois. Parce qu'il y a une side il meurt. Il dit les gars c'est un documentaire, mais c'était tellement. Comme quoi c'était bien fait en fait. Ouais, les gens y ont cru. Mais puis, je pense qu'on a un cruel problème de second degré aussi. Non, mais là, c'était compliqué, là. Là, tu le vois récemment. Je sais pas si tu vois qui c'est le coach, là, en charisme. Il y a un mec qui sort des vidéos sur Instagram, coach en charisme. Ok, tu vois. d'accord. C'est un prof de théâtre qui est à Versailles. Son rêve, c'est de faire un film. Et du coup, il prend le levier Instagram et il fait un faux coach en charisme complètement linéaire. Et les gens le prennent au premier degré. Mais ouais, c'est insulté et tout. J'étais là quand même. Tu sais, il montre comment boire son café et tout. Enfin, c'est lunaire. Bah oui. Et il y a des gens qui croient ça. Quoi. Ah, je vais le regarder lui. Ouais, c'est très gaulerie. Peut-être qu'il y a des bonnes techniques aussi, des fois, on sait jamais. Tu peux les retourner. Il nous manque du charisme aussi. On a besoin de charisme un peu. De temps en temps. Ouais, c'est ça. Du coup. Parce que si on parle. Non, parce que je t'ai connu avec une autre coupe en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à débloquer des. T'aimes pas ça? Non, j'ai pas à ne pas aimer ou pas. Si tu te sens bien, toi. Les petites bouclettes. Si tu te sens bien avec, faut garder. Moi, ça va. Bah voilà, c'est l'essentiel. On s'est pas vu depuis 8 mois aussi. Ça pousse. Toi, ça a poussé beaucoup plus. On va pas en parler. On va laisser un autre problème. Je crois que quand on a 1500 balles, ça pousse beaucoup plus. C'est ça. Je suis pas allé en Turquie, commencez pas. Du coup, ça se termine comment le Comedy Club? Le Comedy Club, ça se termine donc après 2010, parce qu'on a fait du stand-up et le Comedy Club, il faut voir ça comme un tremplin. Tu vas pas rester 10 ans au Comedy Club à faire des 5 minutes, tu vois. Donc à l'époque, avec Kamel, on avait écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Amour sur place ou emporté. Et donc on a quitté le Comedy Club, on est parti le jouer dans un autre théâtre, au Théâtre du Temple à l'époque, qui maintenant s'appelle l'Apollo Théâtre. Ok. Et voilà, donc on s'est lancé. Donc avec Amel Chabi. Avec Amel Chabi, tout le monde faisait un peu des stand-up, du one man. Mais nous, en fait, on s'entendait super bien avec Amel, donc on s'est dit... Si on a toujours voulu parler des trucs de couple. Parce qu'avec Amel, on est le genre, on allait à Londres voir les comédies musicales. C'est elle et moi, on est dans le même délire. On aime les comédies musicales. T'es un romantique. Ouais, je suis un romantique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime pleurer, dire oh, ils sont mariés. Tu vois des trucs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de meufs qui regardent le podcast. Hein. Ah, c'est bon? Ok, d'accord. Voilà, tu connais.
Je suis pas romantique, mais les filles aiment les mecs romantiques. Donc, le bâtard. Et voilà, donc en fait, on a le même délire. On s'est dit, tu sais, on regardait les trucs de Palma de la Rock, ils s'aiment, on Ouais. serait mariés, tu vois. On s'était toujours dit, c'est marrant ça, parce que c'est bien, mais d'un côté, ça ne nous parle pas. Donc là, Trop. vous aviez envie de moderniser. On avait envie d'un truc, pas modernisé, parce que le truc, il est moderne. Non, mais pour ceux à qui ça parle. de donner ce que tu as eu avec le stand-up Voilà, aux exactement. gens qui ont envie de regarder Exactement. ce genre Parler de nos histoires à nous, Robert Renoir en France, plus jeune, pas le truc de mon beau-père, ma belle-mère, de couple bourgeois, tu vois. Et on a écrit ça pour s'amuser. Et carton. ça a pris carton, voilà. Et Vous on est parti remplissez, sur. On a fait 4 ans la pièce. Et la dernière année, c'était 5 fois par semaine dans la salle de 800 places. Complet au gymnase. 5 fois semaine 5 fois par semaine, ouais. 5 fois semaine, 800 places. Ouais. Même nous, on était. Tu sais, j'ouvrais les rideaux, je faisais. Mais qu'est-ce qu'ils font là? J'étais surpris de voir autant de monde tous les jours. C'est énorme. C'est énorme. C'était produit par qui? C'était produit par Arthur à l'époque. Au début, on était produit par le théâtre du. Comment ça s'appelle? L'Apollo, la du Temple, Jacques Daran. Et puis après, on est parti produit par Arthur au gymnase. Parce qu'à la base, on devait faire les 20 dernières au gymnase. Et la chance qu'on a eue, je me rappelle, c'est qu'il y a Audrey Pulvar qui est venue voir le spectacle. Elle est sortie et à l'époque, elle a tweeté. Comme quoi, la force de Twitter, c'est important. C'est génial, courez-y. Et ça a fait exploser Ça a le fait exploser. Après, quelques jours après, on a fait l'émission de Ruquier là sur France 2. On n'est pas couché. On n'est pas couché. Ils vous ont détruit ou? On les a détruits. Non, franchement, j'ai pris Pulvar sur scène, je l'ai zouké, j'ai vanné Ruquier. On a fait un extrait du spectacle sur scène. Oh, franchement, on a fait une bonne promo. C'était une très bonne émission télé. Et à partir de ce moment-là, 800 tous les soirs. Pendant 2 ans. Ouf. Ah non, c'était ouf. Même, je te dis, on regardait, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas Et possible. pourquoi vous arrêtez? Parce qu'en fait, des producteurs sont venus nous voir, ils nous ont dit, votre pièce, ça marche bien, vous voulez la faire en film? On a dit, ah, et à partir du moment où tu fais le film, il faut que tu arrêtes la pièce. Pour que Ça, les c'est gens... dans les contrats? Non, c'est pour que les gens aillent voir le film, ils viennent pas voir le spectacle. Ouais. Tu vois, ça fait partie du truc. Et puis, maman, on va pas faire 10 ans de pièce. Tu vois ce que je veux dire? Et on a C'est comme ça que tu rentres dans le cinéma? Non, j'étais rentré dans le cinéma avant, je crois. Oui, j'avais fait un film avec Vincent Lagaffe, Le Baltringue. J'ai jamais vu. Non, mais personne. Personne n'a vu ce film. C'est un film qui a Voilà. c'est un film qui a fait 72 000 entrées, je crois, mais qui est culte. Il y avait 2 Gérard sur ce film, quand même. C'est quoi des Gérard? C'est les Césars, mais à l'inverse. Mais avant, il y avait la cérémonie des Césars. Je crois que tu t'offres une brique. Tu vois, c'est genre. Vous avez eu 2 Gérard? Ah, là, il y a 2 Gérard. Un film pété de chez pété? Je ne dirais pas qu'il est pété. Je pense qu'il n'a pas eu son public, s'il n'a pas trouvé. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, faut dire, moi, quand j'ai commencé à avoir un agent, mon agent m'a dit, mon ami m'a dit, il m'a dit, bon, on va pas te mentir, t'es noir, t'es en France, il y a beaucoup de séries policières, donc tu risques d'être en prison. Et c'est vrai que mon premier rôle à la télé, j'étais en prison. Mon deuxième rôle, j'étais un sans-papier. Mon troisième rôle, j'étais directeur d'une boîte antillaise. Ça, on peut en parler un peu plus sérieusement. Est-ce que c'est. Ah, c'est sérieux ce que je raconte? Non, mais tu le dis avec le sourire. Non, je dis parce que. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie du. Tous les acteurs noirs le savent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas demain qu'on va te donner le rôle de médecin ou d'avocat. Tu vois, faut être. Tu vois? Et tu commences comme ça. Et après, c'est pour ça que quand j'ai eu le film avec Lagaffe, c'est la première fois qu'on me proposait un film de cinéma. Et en plus, j'étais pas un voyou, j'étais pas un délinquant, j'étais un mec normal, un mec sympa. Donc je me dis, c'est ce que je suis dans la vraie vie, donc ça fait plaisir de jouer autre chose que les clichés. Donc tu regardes même pas le pitch, tu dis c'est parti. Non, si, j'ai lu, je dis c'est sympa, tu vois. Et donc on est parti et ça s'est fait. Mais après, bon, c'était la gare, peut-être on aurait dû en faire un téléfilm plus qu'un film de cinéma, peut-être, tu vois. Ça aurait marché autant, mais bon, ça fait une bonne expérience, ça fait moi j'ai besoin de travailler aussi, tu vois. Ça continue à te faire avancer dans le. Voilà, et puis je vais te dire un truc, hein. Quand je fais des promos à la télé, des fois ils m'en parlent de ce film-là. Comme quoi, tu vois, il y a pas. Il y en a qui l'ont vu, même c'est quand même bien. Il faut passer par là, il faut passer par des expériences bonnes ou mauvaises, qu'on réussit ou qu'on des échecs, c'est important aussi. Si tu fais pas, tu sais pas ce que Exactement. ça va donner. Hein. Ouais. Du coup, après, vous faites ce film-là avec Abel, Avec Kamel, voilà. qui marche bien. On a fait genre 420 000 entrées. 420 000 Mais là, le truc que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tourné Amour sur place à emporter. Genre, le tournage s'est fini le vendredi et le lundi, j'ai commencé le tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Cette année-là, j'ai T'as pas enchaîné 2 semaines enchaîné à la la suite. promo, du coup. Non, ce qui fait que les films sont pas sortis en même temps parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est sorti avant Amour sur place à emporter. Et donc, après qu'il soit sorti, je faisais la promo d'Amour sur place à emporter. Et après, ce calendrier du cinéma, c'est bizarre. Mais donc, tout s'est enchaîné en fait, la même année. Et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui fait. Qui fait 12,5 millions d'entrées au cinéma. C'est ouf ça. Non, mais c'est ouf. C'est parce que, au début, quand le film il sort, que la première semaine, on fait 1,2 million, je me dis, c'est bon.
J'ai fait un film qui a fait 1 million. Tu imagines 1 million d'entrées. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, le film, ça peut s'arrêter là. Pour moi, j'ai gagné. J'ai fait un film qui a fait 1 million. Je me dis, c'est bon, on arrête. La semaine prochaine, on dit 2,5 millions. Ouais, quand même. Hein. La semaine d'après, on a 4 millions. Je suis, oh. Et bizarrement, je commence à paniquer un peu. Tu sais, je me sens mal. Parce que ça fait bizarre, en fait. Dans la rue, j'entends Charles, Noum. Parce que je pensais que j'étais connu, en fait. Parce que j'avais fait Jamel Comedy Club. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas connu, en fait. Parce qu'on ça restait quand même un microcosme. Ouais, un peu parisien, voilà. À Paris, on me reconnaissait, mais c'est tout. Mais là, partout où tu vas, on dit hey, Charles, après 6, 7 millions, 8 millions, 9 millions. Et puis à la télé, au début, ils encensent le film. Et puis au bout d'un moment, quand le film fait trop d'entrées, ils commencent à dire non, mais c'est un film raciste. Ils commencent, tu vois, après, si tu comprends pas, tu dis vous êtes bipolaire ou quoi, les mecs? Et après, c'est là que tu te rends compte que le film, c'est important. Et puis je reçois sur les réseaux sociaux. Parce qu'après, l'année d'après, le film sera à l'étranger. Je reçois des messages de Corée, d'Italie, d'Uruguay, du Mexique. Ah, see your movie, Little Black Guy. C'est vraiment des messages comme ça, quoi. It was very fun, ok, man, thank you. Je vais à l'étranger, on me reconnaît. Ouf. Genre en Allemagne, le film, il a fait 5 millions d'entrées en Allemagne. En Allemagne, je marche dans la rue, je dis ah! Parce que ça s'appelle Monsieur Claude. Et vous êtes parti faire de la promo aussi dans ces... On a fait de la promo partout. Moi, en fait, comme il y avait beaucoup de promos, on s'est dispatché. Je suis allé en Allemagne, je suis allé en Islande. T'imagines? Faire de la promo. Jamais j'aurais même vu, j'ai cru que j'allais aller en Islande. Ça, c'est ouf. C'est ouf. Je suis allé au Brésil. Là, des fois, j'ai demandé, je vais aller au Brésil. Tu vois, après, il y en a qui sont allés à Hong Kong, il y en a qui sont partis au Liban. Mais ça, c'est une putain de success story en vrai. Hein, c'est ouf. Dingue. Et quand tu tournes le film, tu sais qu'il va péter ou... Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je jouais à Mort sur place ou Emporté, le producteur et LRL, ils viennent voir la pièce. Parce que la pièce, elle se dit 800 personnes, donc quand il y a un petit buzz, tu vois. Et donc, ils me proposent de passer le casting, donc je passe le casting. Après, ils me disent, voilà, le film me pitch, voici le scénario, tu lis si t'aimes bien. Donc, je lis le scénario, je dis, ouais, c'est sympa, c'est cool. Là, je me dis, c'est bien, on va se marrer à le faire, tu vois. Donc, je dis, ok. En plus, je connaissais déjà Fred, Mehdi et Harry. Donc, je me dis, bah, en plus, c'est des gars que je connais, on va se marrer ensemble, tu vois. Donc, on fait le film, on s'amuse, on rigole entre les prises, tout ça, on rencontre Clavier. Donc, c'est quand même Clavier, on le connaît depuis qu'on a 2 ans. Clavier, il passe à la télé depuis qu'on est trop petit, en fait, tu vois. Donc, ça fait. Et je me rappelle quand le film il est sorti, on s'est regardé, quand on l'a vu en avant-première entre nous, on dit, ça va, les gars. Ça va, on est content du travail qu'on a fait. Vraiment, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est pas dit plus. Et que le film il fasse un tel succès, bah. C'est dans les mains du public. Hein. Là, ça change vraiment ta vie à ce moment-là? Ça change ma vie, bof. Enfin, je me dis, on me reconnaît en tout cas. On me reconnaît, on sait que. Ça fait plaisir de faire un film qui est classé un peu comme culte. Ouais. Tu vois, que tout le monde a vu, que tout le monde a aimé à l'époque. Donc c'est cool. C'est 2e après Bienvenue chez les Ch'tis en France? Non, on est 6e. 6e? Ouais, on est 6e. Attends, t'as Bienvenue chez les Ch'tis, mais t'as Intouchable aussi. Intouchable. T'as La Grande Vadrouille. J'étais pas né. Ouais, mais La Grande Vadrouille, je crois qu'il a fait 17 millions, un truc comme ça. Tu dois avoir Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre aussi, Les Visiteurs, et après c'est nous. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. T'es classé vraiment dans... Vraiment, on est bien. Tu vois, c'est vraiment un film qui doit passer à Noël tous les ans, normalement. Enfin, je pense, hein, histoire de... Et après, qu'est-ce que tu fais? Après, je lance le spectacle. Donc solo? Ouais, solo. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que je pensais qu'après 12 millions d'entrées, je me dis, je reste chez moi, je m'allonge dans mon canapé, les scénarios ils arrivent et je fais ah. Donc je reste chez moi, j'attends et rien. Je dis, oh, c'est bizarre. En fait, il y avait quelques propositions, mais j'ai pas aimé. Tu vois, je voulais pas faire n'importe quoi. Après ça, tu sais, faut faire attention, quoi. Et donc après, je me lance dans mon spectacle solo, parce qu'à la base, je viens de là, en fait, et c'est ce que j'aime faire. Et donc j'écris mon spectacle qui s'appelle Mon ex avait raison. Et je l'ai joué jusqu'en 2020. Quel ex? Quel ex? On va pas rentrer dans les détails. On ne peut pas donner des noms, c'est des gens qui ne sont pas dans le milieu, qui veulent rester discrets. Donc 2020 Donc jusqu'en 2020, je joue Mon ex avait raison au théâtre Le République. Voilà. Jusqu'au Covid? Jusqu'au Covid. Et après j'ai tourné quelques petits tournages de téléfilms et tout ça. Et là maintenant, j'ai écrit le nouveau spectacle, le prochain spectacle. Et donc là, tu es en train de bosser ton nouveau spectacle, ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Tu le veux pour quand à peu près? J'aimerais bien demain, après-demain, quoi. Non, il écrit, il faut que j'aille le roder, en fait. Il faut juste que je trouve un théâtre là que j'y aille. En fait, c'est juste... c'est la pression d'un nouveau spectacle. Tu sais ce que c'est, roder, aller tester les vannes, tu sais pas. C'est drôle dans ta tête, c'est drôle quand tu les as écrits chez toi. C'est moins drôle quand tu reçois. Et après, quand tu les lis sur scène, ah bon? Vous avez pas ri? Vous avez pas compris? Oh merde, ça il faut rechanger, retravailler. Il faut rechanger, retravailler, le long processus. Parce que ouais, les gens, ils voient que le dessus de l'iceberg. Ils voient pas tout le travail qui est en dessous, les bides. Les bides. Qu'il y a eu, parce que des vannes ne marchent pas toujours, et puis il faut retravailler, réécrire tout le temps et tout le temps. Beaucoup de remises en question. Énormément de remises en question, des pleurs, des souffrances, ah j'arrête ce métier de merde.
pour de la joie à la fin. Ah, de la joie quand les gens se marrent. Tu connais quand les gens se marrent. De l'espoir. C'est le nom de ce podcast. Podcast. Podcast, tout à fait. L'espoir. L'espoir fait rire. C'est ton micro qui est tombé, on est un peu t'entends mal là, parce que bon, je suis aussi assistant réel. Merci. Voilà. On est bon là? On est bon. C'est bon? Ah bon, on est bon. C'est bon. Parfait. Je t'ai parlé un peu du projet qu'on allait faire avec cet assaut, la Non. route de l'espérance. Non, c'est quoi la route de l'espoir? Ouh là, ça sent le road trip ça. Ça sent le road trip, exactement. Je vais partir donc d'ici pour aller jusqu'en Afrique du Sud à vélo. Attends. Tu vas aller en vélo en Afrique du Sud? Ouais, D'où? d'ici. Ici là, Paris. Paris-Orléans. D'ailleurs, En vélo? J'apprends à l'équipe que peut-être le 23, si on trouve une salle à Paris, on partira de Paris pour faire un spectacle. Attends, en vélo? Tout seul ou avec quelqu'un? Tout seul. Bah, il y a l'équipe derrière là de l'assaut. Ouais, tu vas prendre ton vélo jusqu'à Orly. Là, de Orly, tu mets le vélo dans l'avion. En vélo? Mais, Non. c'est pas, enfin, c'est pas dangereux. Je veux dire, le vélo. Combien de temps tu mets? 1 an? Ouais, 10 mois, un peu plus de 10 mois. En vélo? En vélo. Ah ouais, les gars. Ah, Du coup, on part là. Mhm. Et on arrive en août à peu près. Je pars fin septembre, j'arrive en août. Et le but, c'est de jouer le spectacle tout le long. Donc, il y a plein de pays francophones qu'on va À un moment, traverser. il n'y en a plus des pays francophones à un moment. Hein. Ben, En dessous le Gabon, je crois que c'est plus francophone. Hein. si en dessous Gabon, c'est Cameroun, Et après? Congo. Non, Congo, c'est pas au-dessus? Non, Attends. c'est africain. Oui, je suis africain, mais attends, regarde. Visualise. Gabon. Pour moi, parce que Libreville et Congo, c'est sur le côté là. Si tu descends. Gabon. Ah, mais tu descends pas droit en fait, tu fais comme ça. Je longe toute la côte. Mais en dessous, c'est quoi là? C'est pas le Mozambique? Non. C'est quoi? En dessous le Congo, Angola. Angola, c'est anglais déjà. Angola, c'est portugais. Oui, mais c'est pas français. Mais on arrête à partir du. Ah, voilà. On Et arrête Afrique du Sud, ils parlent pas français non plus. anglais. Mais il y a une petite Ah, communauté. monsieur bilingue, Il y a, monsieur bilingue. il y a une petite communauté au, Ah, pour au les- Cap. Ah, ok, d'accord. Donc on fait une petite salle de 40, tu vois. Ah oui, là, parce qu'au début, 500, 400, 110, 2. Ben moi, il y a un Français qui était à l'ambassade de France qui était là. J'ai Ok, joué pour lui. d'accord. Ok. Là, c'est ça le but, on fait un documentaire dessus, on va aider beaucoup. En vélo. Ouais, Donc avec tente, Quechua, tout ça quoi. on cherche du sponsor. Ah, d'accord. Decathlon. Décathlon, Europe Assistance aussi, parce qu'on aura besoin. Il faudra aussi. Mais Décathlon, avec t'as les vélos, t'as les rustines, t'as tout pour le. T'as Quand tout tu vas crever. pour le tout faire. ça. Oui, Bah oui. d'accord. Bon, on va aller chercher Decathlon. Non, d'un côté, c'est possible parce que je vois bien les mecs qui traversent l'Atlantique à la nage. Donc pourquoi pas aller en Afrique du Sud en vélo? Non, on va traverser la Méditerranée en kayak. Entre l'Espagne et le Maroc. Ah oui, comme les migrants. Mais là, au mais le sens sens inverse. Oui, mais mon frère, c'est de l'autre côté. Tu t'es trompé de chemin, où tu vas? Non, on t'a dit c'est là-bas. Non, non, les gars, c'est pour un spectacle. Mais les gars, il faut. Viens. Reviens, mon frère. Mais ouais, je t'avais pas parlé de ce projet-là, là? Je crois que tu m'en avais parlé en fait. Mais j'avais C'est zappé. ça, je t'avais croisé. Ouais. Du coup, ça part fin septembre, là, et puis pour 10 mois. Donc, qu'est-ce que tu penses un peu de cette idée? Bon, c'est pas assez clair depuis tout à l'heure. Je pensais que c'était clair. Non, mais c'est l'aventure. C'est l'aventure. Moi, c'est. Bravo si tu y arrives. Tu me mettras sur les réseaux. On pourra suivre des stories de Exactement. toi avec la malaria, Si la ça- diarrhée, Si ça s'arrête, le mal au cul. Parce qu'en vélo pendant 10 mois, ah mon frère, à la selle, prenez des selles spéciales. Hein, parce que, waouh. Non, mais 10 mois sur un vélo. 10 mois sur un vélo. dis-moi sur un vélo. Oh putain. Donc, on va organiser des beaux plateaux. Il y a un aussi. sac à dos, quoi. Le vélo sera équipé, sacoche, tout ça. Avec tout le ça. petit truc derrière, là, pour. Ouais. Enfin, un VTT. Un vélo électrique ou vélo. Non, normal. Pour électrique. Non. Ah non, de toute façon, tu peux pas le charger. Mais oui. Ah ouais. C'est une batterie C'est quoi la solaire. dernière fois que tu as été en Afrique? Il y a 1 mois. Un mois? Ouais, j'étais au Congo. T'étais au Congo? Ouais, j'étais parti au Congo. Je suis parti jouer au Congo. J'ai fait 4 jours là-bas. C'est trop bien. J'étais à Kinshasa. Et le public, comment là-bas? Bien. Non, non, c'est super le Congo. C'est la première fois que j'y allais au Congo, d'ailleurs, c'était bien. Bah, tu vois, on va y passer. Bah oui, non, mais il faut y aller. Et le but, c'est d'organiser des plateaux aussi. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir J'ai t'inviter. été sur un plateau. Bah oui. Bah si c'est francophone, hein, parce qu'en Angola, je parle pas portugais. Mais francophone, Ah, carrément. l'Afrique, j'y vais souvent. Moi, j'étais aussi en décembre. Au mois de décembre, j'étais au Mali. Et je vais souvent. Moi, j'aime aller au Mali en décembre, en fait. C'est chez toi. C'est la maison. Voilà. C'est la famille. Dans la famille, ma grand-mère. Tu sais, mes parents sont retraités maintenant, donc ils font moitié ici, moitié là-bas. Donc,
Quand la nourriture de ma mère me manque, je descends chez maman. Ça fait longtemps. Tu descends chez maman au Mali, ça fait une longue Je te descente. jure. Maman, j'arrive. Ah bon? Oui, j'arrive. Ça fait un mois, je peux manger de ma feuille, j'en peux plus. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu as un petit avis sur l'espoir qu'il y a en ce moment? Parce que moi, cette idée, elle arrive comme ça. J'ai plus d'espoir. Je me dis, je vais le chercher là où il est, au Cap de Bonne-Espérance. C'est comme ça que naît ce projet. Moi, si j'ai plus d'espoir, ben, je sais pas, tout là-bas. Enfin, ça fait loin quand même pour chercher l'espoir. Mais bon, d'un point de vue psychologique, je peux comprendre que, ok. Cap de Bonne-Espérance, mais peut-être qu'il y a un truc là-bas qui dit qu'une fois que tu arrives au Cap, eh ben, tout change. C'est un peu comme le chemin de Compostelle. Ah ouais, sauf que c'est loin là. Là, on invente un nouveau chemin. Quoi. Non, mais le chemin de l'espoir. Le chemin de l'espoir, oui, il faut y aller. Et dans 150 ans, 200 ans, il y a des gens qui feront ce chemin en se disant Je c'est sais comme pas ça. si dans 200 ans, il y aura encore du monde sur Terre. Du coup, là, t'es très pessimiste. Je sais pas si t'as entendu le réchauffement climatique, la pollution dans 200 ans. Mais c'est justement pour ça que nous, on essaye là de créer un petit mouvement d'espoir, tu vois. Non, mais c'est bien. Parce qu'il peut y en avoir quand même un petit peu. Il peut y en avoir un peu. Peut-être que je suis pessimiste. Ça te fait peur? L'avenir te fait peur? T'as entendu ce que disent les intelligences artificielles en ce moment-là? Non. Bah, hier, j'ai eu un article qui disait que les intelligences artificielles ont dit on dirigerait mieux la Terre que vous, les humains. Je dis ah bon? Ça me rappelle le scénario de Terminator, je sais pas pour vous. Mais moi, je commence à flipper. Franchement, je crois que. Et même, il y a quelques mois, t'as vu là, tous les scientifiques, ils ont dit faut qu'on se calme avec l'intelligence artificielle, ça va un peu trop loin. Ils commencent à prendre. J'ai l'impression que Schwarzenegger, il va revenir. Il va tous nous rechercher. Il va dire Sarah Connor et Ben Tyler. Et nous me dire ça paraît tendu en ce moment. Mais j'ai espoir que Voilà, on va essayer de redonner cet espoir. Voilà. Cet espoir. Espérons que tout ira pour le mieux. Et que... Non, c'est vrai, il faut commencer, il faut avoir l'espoir. Si on est des humains. On a cet espoir, on a cette volonté que les choses s'améliorent pour nous tous. Donc, Inch'Allah, ça va se passer bien. L'espoir fait rire. On a bien rigolé. On a bien rigolé, toujours. Noum. On continue. Un petit mot de fin. Un petit mot de fin. Mesdames et messieurs, si vous voyez cet homme en vélo en Afrique, aidez-le, hébergez-le, soignez-le, parce qu'il en aura besoin. Il part pour vous donner espoir, pour vous donner un soupçon d'espérance, pour l'avenir, pour nous tous. Aidez-le. Il s'appelle Ben Tyler, il sera en vélo, avec une petite tente quechua, des boutons, un peu de palu, un peu de diarrhée qui coule, mais il faut l'aider, parce qu'il fait ça pour vous. Merci beaucoup. Merci Noum, c'était grave cool. J'espère que les gens qui vont écouter ce podcast vont passer et prendre autant de plaisir que moi j'en ai eu à parler avec toi. J'ai hâte de voir les stories de toi en vélo en Afrique. J'attends que ça. Je veux que tu t'en ailles. Si tu pouvais partir maintenant, juste pour ça, viens, on fait un petit week-end en août. Voilà. Parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on aura l'occasion de passer. Alors on va faire un petit week-end, voilà, entre nous, à pied ou en voiture, mais pas en vélo, pour se dire, tu vois. Tranquille. Et après on dira, ah non mais là ça va être, non mais ça va être beau. J'ai hâte de te suivre. Ah non mais ça c'est ouf, mon gars. Ça va être avec la carte de l'Afrique, il arrive là, déjà la France en Espagne. Non, moi je vais devoir en kayak faire le sens inverse. Avec tous les racistes qui disent c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Regardez-le, il a compris. Merci beaucoup, messieurs, dames, merci nous. Attends, je pense que tu peux se faire sponsoriser par Zemmour. Zemmour, si vous voyez cette vidéo, il faut sponsoriser Ben Tyler. Il va de l'autre côté. On lui arrive à vélo. Même pas, il prend la... Vélo. Oh non. Marine, si tu vois Ben, un petit yébi, merci, voilà. Voilà, vous pouvez donner sur le compte Eloasso, n'hésitez pas. J'ai cru de dire nazi, t'es pas. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, parce que là, je dis, oh, t'as changé là, d'accord, on a parlé de peine des Zemmour, mais là, doucement quand même. Tu pousses un peu le bouchon là. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, parce qu'elle a besoin de beaucoup de rustine, parce que j'ai fait du vélo au bled. Les routes, t'as besoin de rustine. Il faut un VTT avec des routes 4x4, je pense, parce que c'est compliqué. Ah oui, il fait du vélo au bled. Moi, je vais au village quand je vais au bled. Je vais à Bamako, après, je vais au village voir ma grand-mère. Ah là, je vais. Ah non, je suis pas un touriste, moi. Non. L'eau du puits, tout ça, on connaît. Donc je vais souffrir, c'est ça que tu es en train de dire. Non, mais on est des toubabs. Tu sais, la vérité, on est nés ici quand même, tu vois. Tu passes à moi au bled, tu dis, ah, Paris me manque quand même. Tu vois, donc toi, tu vas faire 10 mois là-bas. Non, mais je vais revenir en août pour la bonne saison. Tu vas revenir comme ça, avec des cuisses, mon gars. Je vais être maigre. Ah, ça, c'est sûr. Je vais être maigre. Ça, c'est sûr, mais sec, mais musclé. Sec, mais musclé. Ça va être bien. Sec, mais musclé. Enfin, dessiné, quoi, tu vois. Comme Bruce Lee. Tu vois comme il est, Bruce Lee, là. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Mais musclé. Avec une coupe comme ça de cheveux.
Nous, merci beaucoup. Ah bah, avec plaisir, ça fait plaisir. Mais j'ai pas envie d'arrêter le podcast. Il va en Afrique en vélo, quoi. Il va en Afrique en vélo. C'est quoi la suite? Mais là, je pars de France et je vais à Pékin. En vélo, je traverse l'Ukraine, la Russie, c'est tout ça, l'Afghanistan, en vélo. Non mais il faut que je touche parce que... C'est peut-être la dernière fois. peut-être la dernière fois. Merci beaucoup, Etienne, Merci d'avoir beaucoup. écouté Envoyez des dons. ce podcast. Envoyez des dons. Envoyez. Marine, Zemmour, je pense qu'ils vont financer. Ah, ils vont financer, ça vont c'est sûr. Ils vont financer. Euh, Vous me dites peut-être que ça va donner espoir et envie à d'autres de faire comme lui. Peut-être. Peut-être. Passez une bonne journée. Mais appelle TF1 d'ailleurs pour un rendez-vous, pour un grand reportage sur toi. C'est vrai? Tu sais, TF1, des fois, ils font des grands reportages comme ça, Ouais. tu sais, le samedi après-midi là. Des mecs qui font qui traversent la Manche à nage ou l'Atlantique à la nage. Peut-être que ça peut les intéresser. J'ai Hein. écouté un mec qui me disait qu'il a essayé de donner beaucoup d'idées à la télé et ça n'a jamais fonctionné. Ouais, mais toi, envoie à TF1. On voit TF1. Envoie à TF1, c'est Allez, ça marche. Merci beaucoup, bisous. Bisous.